Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, la neige recouvre la moitié nord du pays et l'Île-de-France est particulièrement touchée. Circulation est difficile, voire impossible. Poids lourds interdit. Tour Eiffel fermée. Paris et sa région sous un manteau de neige aujourd'hui. La carte des départements en vigilance orange dans un instant. À l'école, la semaine de 4 jours en primaire devrait être interdite. C'est en tous les cas ce que préconise une mission parlementaire. Ce système, mis en place depuis 2 ans, épuiserait les jeunes enfants. Est-ce le cas? Débat à suivre dans le 22h. À 90 ans tout juste, le Parti communiste français parie sur un renouveau. Mais qu'il est loin le temps où l'on parlait du PCF comme du premier parti de gauche. Notre invité, il n'est pas nostalgique, c'est le chef des communistes, Pierre Laurent, tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, grande pagaille sur les routes franciliennes en raison des chutes de neige. De nombreux axes routiers étaient coupés aujourd'hui en raison d'une neige lourde et tenace qui est tombée sans discontinuer tout l'après-midi. La préfecture de police estime ce soir qu'il n'y a pas de risque d'automobilistes bloqués cette nuit à Paris. On fait le point avec Pierre Brand-Joseph. La Tour Eiffel fermée au public, les vols retardés de plusieurs heures au départ de Roissy et d'Orly. La vague neigeuse qui a frappé la région parisienne a bloqué la capitale aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a déployé 5000 fonctionnaires de police pour parer au plus pressé. Les TGV, eux aussi, ont dû ralentir leur vitesse. Bison Futé ce soir conseille aux automobilistes de reporter leur déplacement en Île-de-France. Et pour ceux qui resteraient bloqués, le département des Yvelines a ouvert ce soir une cinquantaine de centres d'hébergement aux naufragés de la route. Et voici la carte des départements placés en vigilance orange. Les chutes de neige concerneront encore un grand quart nord-est du pays pendant cette nuit. Cependant, les quantités tombées devraient faiblir au fur et à mesure que la perturbation descendra vers le sud. Dans l'actualité également, le directeur général du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, qui estime que la situation en Europe reste difficile et l'avenir plus incertain que jamais. Lors d'un discours à Genève, il a ajouté que les crises grecques et irlandaises soulignent la nécessité de mesures plus efficaces pour régler les crises économiques et financières. En France, sur le plan politique, la préparation des élections sénatoriales de septembre 2011 bat son plein. L'heure est aux convoitises et aux tractations. Les sénatoriales à Paris ont fait l'objet à gauche d'une âpre bataille. Et à droite, le patron des sénateurs UMP, Gérard Longuet, rappelle non sans une pointe d'agacement les règles des investitures à l'UMP. Le détail avec Thomas Raguet. Constituer des listes électorales n'est jamais facile. Et au Parti socialiste peut-être plus qu'ailleurs. Dominique Bertinotti en a fait les frais. Candidate au sénatorial à Paris, cette proche de Ségolène Royal se retrouve mal placée. Son élection paraît compromise. Il y a eu cet acte significatif à La Rochelle d'unité retrouvée des socialistes. C'est de cela dont les Français ont besoin. Et je vois que l'on a préféré revenir à des pratiques un peu anciennes comme celle du parachutage. Des choses dont, je peux le dire comme maire d'arrondissement, les habitants ne veulent absolument plus. En cause, le parachutage de Marie-Noëlle Lienemann, une proche de Benoît Hamon. À droite, on préfère sourire de ces querelles socialistes. Tout ne se passe pas très bien à gauche, je dirais à la limite, ne suivons surtout pas leur exemple. Union, pas de parachutage, travail, légitimité, et on devrait conserver le Sénat. Catherine Dumas compte bien rempiler pour un nouveau mandat, tout comme Philippe Dominati. Mais pour l'heure, rien n'est décidé du côté de l'UMP. Il faut sans doute réfléchir sur les règles, le nombre de mandats qui ont été effectués, voir un certain nombre de choses. Il faut l'expérience. Ce qui compte, c'est l'efficacité, c'est pas les sensibilités. Si certains sont annoncés partant comme Marie-Thérèse Armange ou Roger Romani, Chantal Joanneau, elle, aimerait bien rentrer. Une chose est sûre, l'enjeu n'a jamais été aussi grand pour la majorité qui pourrait perdre le Sénat. Chaque investiture devrait donc être minutieusement étudiée. 90 ans, ce n'est pas l'âge de notre invité ce soir, mais c'est l'âge du parti dont il est le chef, Pierre Laurent, à la tête du Parti communiste français. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. 90 ans donc, et à un certain moment, le Parti communiste français était le premier parti de gauche. C'était le bon vieux temps, le temps de la grandeur, et aujourd'hui c'est le temps de
C'est le temps du renouveau, je crois. Parce que, l'époque dont vous parlez, ça a déjà quand même un certain temps. Hein, je veux dire, donc c'est une époque que moi, j'ai pas connue, ou alors très très jeune. Ouais. Mais, non, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle situation. Il y a une nouvelle situation de crise. Il y a une nouvelle situation du pays, de l'Europe. Et je pense que les idées qu'on représente à gauche, au contraire, peuvent être une base de renouveau de la gauche. La gauche se cherche. Les gens ont envie de son retour au pouvoir parce qu'ils en ont assez du pouvoir de Nicolas Sarkozy. 2012, justement. En tout cas, je pense que le Parti communiste et le Front de gauche que nous avons constitué est un pôle de stabilité et d'espoir dans la gauche. Alors vous avez dit que vous vous cherchez justement. Est-ce que vous vous remettez en cause, par exemple, après la mobilisation sociale concernant les retraites, où on a vu que ça ne vous a pas du tout profité, ni à vous, ni à la gauche en général? Est-ce que ça remet en cause vos manières de fonctionner? D'abord, ceux qui devraient se remettre en cause, c'est ceux qui ont fait passer la loi contre l'opinion majoritaire. Ils l'ont fait passer. Donc oui, mais on dit ça profite pas. On n'a pas fait le mouvement des retraites pour que ça nous profite. On l'a fait parce que c'était l'intérêt des salariés de se battre pour ce dossier-là. Et puis, je crois que nous avons, nous, pour ce qui nous concerne, au Front de gauche et au Parti communiste, avancé des propositions qui ont eu de l'écho. Et qui montrait, parce qu'elle montrait qu'une autre réforme était possible. Oui, et peut-être que cette crédibilité que nous essayons de faire avancer à gauche pour montrer que c'est vraiment une autre politique que nous conduirons, manque parfois à certaines autres forces à gauche. Donc c'est ce qu'on veut apporter. Oui, notamment le Parti socialiste. Donc nous, c'est ce qu'on veut apporter. Oui, je crois que il y a du doute sur sa volonté de vraiment changer. Et je pense que si nous, on peut apporter plus de dynamisme, plus de vérité, plus d'énergie à la gauche, je pense que les gens l'entendront parce que c'est ce qu'ils cherchent en ce moment, de la clarté. Ils veulent de la clarté dans les choix politiques. Donc finalement, c'est vous qui êtes la locomotive à gauche, ce n'est plus le Parti socialiste ? Je pense que nous allons être davantage, effectivement, l'énergie positive à gauche. Je pense que ça sera le Front de gauche et le Parti communiste. Alors je précise, Pierre Laurent, que vous avez été élu dernièrement à la tête du Parti de la gauche européenne. À propos de l'Europe d'ailleurs, aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn, on l'a dit tout à l'heure, a déclaré que la situation reste difficile et que l'avenir est incertain. Est-ce que vous partagez son analyse ? C'est même plus que ça. Je me félicite qu'il commence à y avoir dans les milieux dirigeants des éclairs de lucidité. C'est pire que ça. C'est que si on continue les plans d'austérité tels qu'ils sont prévus en Europe, on va à la catastrophe en Europe. On va plonger l'Europe durablement dans la récession sans solutionner les crises financières. Donc on est dans l'aberration totale. Quand on voit qu'en Irlande, on fait payer de manière drastique les Irlandais, les salariés irlandais, et qu'on maintient un taux d'imposition minimal sur les sociétés à 12%, c'est-à-dire qu'on continue à laisser ce pays pratiquer le dumping fiscal qui a provoqué la bulle financière qui vient d'exploser et qu'on l'a fait payer aux salariés irlandais, il faut changer de cap totalement. Donc il faut du social et moins de finances. Vous avez parlé justement des instances dirigeantes, vous visiez le FMI et son patron. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn est un homme de gauche ? Je crois que son histoire est celle d'un homme de gauche. Maintenant, il y a une partie de la gauche qui s'est, à nos yeux, trop convertie aux recettes libérales. Il y a un risque de dérive droitière, selon vous, du PS aujourd'hui ? Mais si la gauche n'avait pas été contaminée par des idées trop droitières, comme vous dites, eh bien, elle n'aurait pas déçu comme elle l'a fait entre 1997 et 2002. Donc ce n'est même pas un risque pour vous, le PS est vraiment à droite aujourd'hui. Le problème, effectivement, c'est qu'on voit bien que des idées que la gauche a appliquées en disant qu'il fallait faire preuve de réalisme et tout ça n'ont pas fonctionné. Donc je pense qu'aujourd'hui, la gauche a besoin de revenir à ses valeurs, elle a besoin d'être elle-même et d'oser affronter le pouvoir de la finance. Comment vous allez vous mettre d'accord avec le Parti socialiste pour 2012 ? Le problème, c'est pas d'abord de se mettre d'accord avec le Parti socialiste, c'est est-ce que les gens de gauche, dans leur ensemble, quel que soit leur vote, sont d'accord avec ce que je suis en train de dire ? Est-ce qu'il faut plus de social et moins de finances ? Moi, je crois que la majorité des gens de gauche sont d'accord sur ça. Et ils l'ont montré d'ailleurs en manifestant sur les retraites. Donc, il faut tout simplement que c'est au parti de gauche de les écouter, d'écouter leurs électeurs. Vous parlez du peuple de gauche. Ce peuple de gauche, il se reconnaît plus, selon vous, en vous, qu'en Martine Aubry, encore moins en Dominique Strauss-Kahn. Oui, mais parce que on a habitué. C'est oui. Oui, mais bien sûr, mais parce que les gens se sont habitués à l'idée que la seule issue pour la gauche était de mettre le PS en tête et qu'ensuite voilà. Mais en même temps, ça ne les satisfait pas parce que toutes les enquêtes d'opinion montrent que les gens
gardent au fond d'eux-mêmes, même en exprimant ce type de vote, un doute. Donc moi, je crois que si on veut gagner en 2012, il faut au contraire donner de la confiance et de l'espoir. Donc il y a des choses qui doivent changer dans la gauche, oui. Alors, changer dans la gauche, est-ce que ce changement peut passer par aussi, on n'a pas encore parlé de lui, il faut bien en parler, Jean-Luc Mélenchon, il peut incarner ce renouveau ? Mais vous savez, c'est pas une personne qui incarnera le renouveau. Nous sommes critiques sur ce système qui fait croire aux gens que la solution, c'est une femme ou un homme providentiel. Ça n'existe pas, et pas plus au Front de gauche qu'ailleurs, pas plus au Parti communiste qu'ailleurs. Donc il faut des équipes. Voilà. Et l'idée du Front de gauche, c'est justement de créer du collectif. Donc il nous faudra un candidat, on le désignera, ça sera Jean-Luc Mélenchon ou André Chassaigne, parce que les deux ont dit leur disponibilité. Mais il faudra faire du collectif de toute façon. Question sur l'international. On va finir aussi cet entretien par une question sur la Côte d'Ivoire. Le Parti communiste français a appelé dans une dépêche à une sortie de crise. Et puis, vous n'avez évoqué... Il y a un résultat des élections qui a été reconnu par les instances internationales, par l'ONU, etc. Et en même temps, il y a un pays coupé en deux. Il y a même des deux parties du pays qui sont en train visiblement de se réarmer et qui se préparent à la confrontation. Donc nous disons aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire seulement il y a un vainqueur et un perdant. Oui, mais quel est le vainqueur, on voit bien qu'il faudra une issue politique. Moi, je n'ai pas les moyens de vérifier le résultat des élections. Je tiens compte du fait que les instances internationales ont reconnu un résultat et ont déclaré vainqueur. Alassane Ouattara, pour vous, n'est pas le président élu de Côte d'Ivoire ? Je ne sais pas si Alassane Ouattara a gagné les élections. C'est ce que disent les résultats, c'est ce qu'ont dit les instances. Une instance ivoirienne. Ce qu'a dit l'ONU, ce qu'a dit quasiment le monde entier. Oui. Vous allez à contre-courant ce soir ? Non, je ne vais pas à contre-courant. Je dis qu'il ne suffira pas de déclarer un vainqueur dans la situation que je vois pour sortir de la crise. Donc il faudra que sous l'égide de l'ONU, il faudrait que ce soit sous l'égide de l'ONU, à mes yeux, ou de l'OUA, ou les deux en même temps, même la CEDEAO, se mène une négociation politique si on veut sortir de cette crise et si on ne veut pas voir le pays retomber dans la guerre civile. Merci Pierre-Laurent d'avoir été notre invité ce soir. La suite du 22h, dans un instant, le décodage de Jean-Louis Gombault. Mais d'abord, ce constat alarmant, la moitié des Européens sont en surpoids ou obèses. Une étude réalisée par l'OCDE révèle que le taux d'obésité a plus que doublé dans les pays de l'UE au cours des 20 dernières années. En France, les parlementaires préconisent notamment de rendre les emballages moins attrayants. Claire Debuzet. Des petits personnages familiers et inoffensifs pour vanter des produits sucrés, c'est exactement ce que Brigitte Bou ne veut plus voir. La sénatrice plaide pour une limitation du marketing et plus de sobriété, un étiquetage plus honnête en somme. Car si les industriels ont l'habitude de recourir à des emballages attrayants, le produit vendu n'est pas toujours bon pour la santé. Brigitte Bou travaille à une proposition de loi sur l'étiquetage pour que celui-ci corresponde davantage aux produits que le consommateur achète. On a vu qu'il y a des portions qui ont diminué et il faudrait que l'étiquetage corresponde bien à la portion dont on parle. Tout comme celui de l'UFC Que Choisir hier, le rapport parlementaire dénonce aussi la mauvaise influence de la publicité et préconise des mesures plus contraignantes pour une alimentation plus saine. Cela à quelques mois du plan de lutte contre l'obésité annoncé par le président Sarkozy pour 2011. Autre sujet, après le déplacement de Nicolas Sarkozy en Inde, c'est l'heure des comptes et du bilan pour les contrats signés ou annoncés par le gouvernement français. Pendant cette visite, nous vous en avions parlé, c'était le chiffre de 15 milliards d'euros potentiels qui avait circulé. Aujourd'hui, ce chiffre est revu à la hausse. Il serait question, selon l'État, de 17 milliards et 400 millions d'euros de contrats. Mais les contradictions entre les annonces de l'Élysée et les informations fournies par les autorités indiennes donnent lieu à un début de polémique. On va en parler avec Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a polémique sur des chiffres de contrats. C'est la troisième fois depuis l'arrivée de M. Sarkozy au pouvoir, mais depuis très longtemps, les polémiques s'établissent sur ces fameux contrats, depuis surtout M. Jacques Chirac, qui s'était fait fort d'être un peu le représentant de commerce de la France lors de ses voyages à l'international. Par exemple, mais dans l'affaire, dans ce qui se pose depuis que M. Sarkozy est là, par exemple, il y a eu un débat sur la nature d'abord des contrats. Quand M. Hu Jintao est arrivé, on a dit il y a un contrat signé avec Areva. Mais quand on regarde dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire un contrat avec
avec Areva. On s'aperçoit qu'en réalité, c'était un contrat de livraison d'uranium du Niger vers la Chine. C'est très bien pour Areva, c'est très bien pour le Niger, mais nous, ça nous est un petit peu égal, pour tout dire. Après, il y a le contenu des contrats. Hu Jintao, par exemple, on a dit signature de 120 Airbus. Quand on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y en a peut-être 60 et certaines informations disent non, en fait, il y en a zéro. Zéro parce que, en réalité, des contrats nouveaux, c'est-à-dire qu'il s'agit là de validation de contrats antérieurs qui étaient potentiels et qui se trouvaient être confirmés. Donc on annonce un contrat qui n'est pas signé, et puis quand il est signé, on réannonce le même contrat et les gens croient qu'il faut additionner les deux avions. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc l'affaire est à chaque fois, on a l'impression que le politique est dans un problème d'annonce en permanence, et le temps du politique n'est pas exactement le même que le temps du commercial. Ce sont deux choses différentes, mais le politique, il fait un voyage, il faut qu'il ait un résultat, et donc il annonce son résultat avant que les résultats ne soient publiés. Et justement, Jean-Louis, vous évoquiez les rafales. Le ministre Barouin a confirmé aujourd'hui qu'il gardait bon espoir. C'est positif, ça ? C'est positif, oui. Il vaut mieux avoir un bon espoir qu'un mauvais désespoir. C'est-à-dire que c'est presque fait ? Ça veut dire que c'est pas fait. C'est-à-dire si c'est presque fait, ce n'est pas fait. Tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Donc en fait, on a trois histoires. On a l'histoire donc des rafales, l'histoire Hu Jintao et l'histoire indienne où les choses sont un peu floues. L'histoire de Rafale est intéressante parce que en réalité, peut-être d'ailleurs Lula da Silva et M. Sarkozy ne se sont pas rendus compte que de signer un contrat d'armement avec le Brésil, c'est une déclaration de conflit avec les États-Unis. Donc tant que le contrat n'a pas été signé, les États-Unis sont rentrés en force dans cette affaire pour le faire capoter. Et donc, depuis, ça rend les positions françaises un peu compliquées. Parce que le président a dit, c'est signé ou pratiquement signé. Que font les Brésiliens depuis ça ? Ils savent que le président va avoir du mal à se dédire. Parce qu'effectivement, si au bout du compte, c'est pas signé, ça pose un problème politique intérieur. Et donc, depuis maintenant plusieurs mois, on nous demande à chaque fois une petite concession supplémentaire. Alors, puisqu'on a dit que c'était signé, oui, mais alors le prix, on pourrait peut-être pas le voir un peu plus bas. Le transfert de technologie, on pourrait pas en rajouter un petit peu plus. Donc, ça se complique au fur et à mesure que ça avance. C'est des détails, mais vous savez que dans ce genre de contrat, les marges des entreprises sont tellement faibles que le moindre détail fait qu'une belle opération peut devenir une opération perdante. Et donc, il faudrait peut-être se mesurer avant d'annoncer des choses qui ne sont pas faites. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. Dans un instant, notre débat autour de la semaine de 4 jours à l'école attaquée par les députés et plus généralement nous parlerons du niveau des jeunes scolarisés en France et tout cela n'est pas très brillant, vous allez le voir. Mais d'abord, le tour de l'info, il est préparé ce soir pour vous par Sophie Normand et il porte en grande partie sur la situation qui s'aggrave en Haïti puisque ce soir, les manifestations redoublent à Port-au-Prince, les assaillants crient « tant pis pour ceux qui meurent ». Il y a eu 4 morts ce soir. 4 morts et plusieurs blessés par balle aujourd'hui lors de violentes protestations en Haïti. Ce soir, le président René Préval lance un appel au calme. Tous les aéroports de l'île sont fermés à cause des manifestations. Hier soir sont tombés les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat du pouvoir, Jude Célestin, aurait réuni 22% des suffrages. Il figurera donc au second tour face à l'ex-première dame Myrlande Maniga, créditée elle de 31% des voix. En troisième position, Michel Martelly, le chanteur populaire et le grand perdant de ce scrutin. Les sondages lui donnaient pourtant au moins 30%, de quoi enflammer l'opinion et brandir de nouveau l'accusation de tricherie électorale au moment où les États-Unis déplorent des résultats incohérents. Un procès pour l'histoire et le symbole. Ce matin s'est ouvert à Paris devant la cour d'assises le procès de l'ex-junte chilienne. Mais le box des accusés est resté vide. 14 membres sont jugés en leur absence pour la disparition de 4 Français sous la dictature d'Augusto Pinochet. C'est le premier procès collectif international qui juge des responsables de la dictature. Le débat sur l'indépendance de la justice est relancé dans un rapport sur l'évolution du régime de l'enquête et de l'instruction. 2 sénateurs acceptent la suppression du juge d'instruction, mais sous condition que le procureur actuellement sous la tutelle du ministère de la Justice soit indépendant et que le travail de celui-ci soit contrôlé par le juge des libertés. Ils insistent aussi sur la réforme de la garde à vue. Nous disons qu'il faut que l'avocat soit présent dès le début, pendant la période de garde à vue, et que cette garde à vue doit être contrôlée non pas par le procureur de la République, mais par un juge du siège. Un duel
virtuel, à distance. Martine Aubry à la Courneuve, Ségolène Royal à Cergy devant des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, les deux rivales au PS se sont rendus en banlieue. Après la candidature anticipée de la présidente de la région Poitou-Charentes aux primaires socialistes, la campagne interne semble ouverte, même si les deux prétendantes s'en défendent. C'est son plus haut niveau depuis plus de 2 ans. La semaine dernière, le litre de gazole se vendait plus de 1,20 € en moyenne en France. Depuis le début de l'année, le prix de ce carburant le plus consommé en France a grimpé de 13%. À la hausse aussi, le prix du super samplon 95 et du samplon 98. En cause, la flambée des cours du pétrole brut. Mardi à Londres, ils ont dépassé les 92 $, un niveau inédit depuis 26 mois. Un rapport parlementaire sur les rythmes scolaires prône l'interdiction de la semaine de 4 jours à l'école instaurée depuis à peine 2 ans. Les députés jugent cette mesure délirante. Elle aurait pour effet d'épuiser notamment les jeunes enfants dont le niveau n'est pas fameux. Selon une enquête de l'OCDE, Patrick Jean-Pierre s'est rendu dans un centre de soutien scolaire dans le 13e arrondissement de Paris qui ne désemplit pas. L'enquête PISA 2009, même si elle suscite de multiples réactions, ne surprend pas les enseignants de ce centre de soutien scolaire. La moyenne des Français a chuté depuis 2003. C'est l'une des déceptions de ce programme international pour le suivi des acquis des élèves qui place la France en 21e position en compréhension écrite, en 22e place en mathématiques. Je ne peux pas vous dire que les élèves n'aiment pas les maths. Je peux tout simplement vous dire que les élèves ont un problème de manque de motivation parce qu'ils recherchent l'intérêt. Une préoccupation qui ne semble pas déranger les élèves coréens et chinois qui tiennent le haut du classement partout. Et quand on évoque leur réussite et leur assiduité, David réagit. Il a fait l'expérience du système scolaire au Vietnam. On ne va pas se le cacher, il y a des punitions physiques. Il y a même les professeurs qui encouragent les parents à vraiment être durs chez eux. En France, le poids du milieu social est plus lourd. Selon PISA 2009, la France forme de brillants élèves, peu nombreux et généralement issus de milieux favorisés. Les élèves de parents de milieux modestes sont laissés sur la touche. C'est vrai que ceux qui ont émigré en France avaient vraiment un cœur de réussir. Alors que maintenant, c'est une génération qui ils ont moins l'envie, ça se voit, donc ils abandonnent beaucoup plus vite. Autre réalité, l'écart entre les filles et les garçons s'est nettement creusé. Cela équivaut à 1 année de retard pour les garçons, selon le rapport. C'est bien connu, il paraît que les filles sont meilleures que les garçons à l'école. Allez, on va parler de la semaine de 4 jours qui fait un flop selon les députés et du niveau des élèves français tout juste moyen avec nos invités. Claude Mazeron, bonsoir. Claire Mazeron, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de géographie, auteur d'un livre remarqué intitulé L'autopsie du mammouth, une autopsie d'ailleurs au scalpel assez impitoyable sur l'éducation nationale. Yves Durand, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes député socialiste du Nord, co-rapporteur sur les rythmes de vie scolaire. Puis on va commencer justement par ce verdict très dur, très sévère des députés sur la semaine de 4 jours. C'est vraiment délirant. Oui, c'est délirant. D'abord, c'est pas un diagnostic des députés, c'est un diagnostic de tous ceux que nous avons auditionnés, que ce soit des enseignants, les parents, les élèves eux-mêmes, pour ceux que l'on a vus, notamment des lycéens. C'est délirant, on le savait, c'est pas une surprise. Cette semaine de 4 jours a été décidée d'une manière abrupte, imposée il y a 2 ans, vous venez de le dire, sans aucune concertation, en chamboulant un petit peu tout. Tout le monde avait dit que ce serait une catastrophe parce que on provoque des journées qui sont des journées intenables, de 8 à 9, quelquefois 10 heures de travail pour des élèves qui sont quand même des jeunes gens. Et que par conséquent, il y avait là une espèce d'engorgement qui serait stupide. Sans appel pour vous. Totalement. Alors, l'avis du professeur. Je crois que déjà, la semaine de 4 jours n'a pas été imposée il y a 2 ans. Elle était en expérimentation depuis très nombreuses années. Et il faut bien dire quand même que ça satisfaisait un certain nombre de parents d'élèves, en particulier les fédérations, qui voyaient le moyen d'avoir justement leur week-end. Alors maintenant, on nous explique que c'est pas bien. Bon, je crois qu'en effet, de toute façon, c'est un rythme qui est très difficile à suivre pour les élèves. Mais la question des rythmes scolaires n'est pas, à mon sens, la question fondamentale. Alors, quelle est-elle, la question fondamentale? Soyons clairs, les résultats ont été donnés ces jours derniers.
la France donc se classe à un rang tout à fait médiocre parmi les pays de l'OCDE, même si elle reste dans la moyenne, et surtout, elle poursuit en quelque sorte sa dégringolade. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de causalité à effet, justement? Peut-être que c'est parce qu'ils sont épuisés par ces journées que... C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la place dans les classements PISA, on le voit bien avec l'exemple des pays asiatiques. Pendant un certain temps, on nous a dit c'est la Finlande qui est le modèle le mieux adapté aux élèves parce qu'ils respectent leur rythme, parce qu'en quelque sorte, il est centré sur l'élève. Aujourd'hui, on nous explique que finalement, la Finlande a régressé, que ce sont les pays asiatiques qui ont des systèmes scolaires beaucoup plus pendant durs. que vous parlez, le résultat sur les mathématiques, par exemple. Et sur les mathématiques, mais ça se voit dans d'autres disciplines. Finalement, les pays qui ont le système scolaire, entre guillemets, le plus dur, dont parlait cet élève, issu du système vietnamien, sans tomber dans les extrêmes qu'on a vus, finalement, ils sont aussi performants. Donc, quelque part, est-ce que la France, justement, n'a pas renoncé à un certain nombre d'exigences à l'école? C'est, il me semble, la question fondamentale. La question est posée. Oui, on peut rétablir les maisons de correction, mais sans excès. Moi, ce qui m'inquiète plus dans l'enquête PISA, c'est pas tant la place de la France dans la série des pays de l'OCDE, qui n'est pas bonne, et qui effectivement régresse. C'est surtout que l'école ne joue plus son rôle d'école républicaine et d'ascenseur social. L'école a été faite en grande partie pour que tout le monde puisse atteindre un certain niveau et qu'il y ait une égalité des chances devant le savoir. Or, aujourd'hui, les inégalités se creusent. Et elle se creuse d'une manière dramatique et elle se creuse d'une manière rapide. C'est donc une école qui devient une école inégalitaire, de plus en plus inégalitaire, qui fabrique des inégalités. Et c'est cela qui me pose beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus que ce qui a été dit par ailleurs sur les comparaisons. Non, sur ce point, on est tout à fait d'accord. J'estime en effet que l'ascenseur social est durablement bloqué en France via justement ce problème de l'école. Mais le problème des élèves, finalement, des milieux défavorisés qui peinent à réussir. Il est d'autant plus prégnant que justement l'école de plus en plus renonce à apporter finalement ce qui fait défaut à la maison, c'est-à-dire cette transmission des savoirs et des savoir-faire exigeantes. On va parler de choses toutes simples, mais la littérature, on va dire patrimoniale classique, n'est plus enseignée, alors soit par cynisme, soit par un petit peu compassion envers les élèves de milieux défavorisés dans certains lycées de banlieue, contrairement à ce qui fait en centre-ville. Donc quand on renonce aux exigences pour ce type d'élèves, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on se tourne, comme on l'a vu, vers des officines de soutien privées, payantes ou non, soit on a ce qu'il faut à la maison. C'est pas toujours le cas. Moi, je refuse ce discours. Pourquoi vous le refusez? Je le refuse parce que c'est un faux problème. Il n'est pas question de ne pas avoir d'exigences, de renoncer à des exigences. L'école de la République, elle est exigence pour tous. Le problème n'est pas de l'exigence. Le problème est de savoir par quels moyens on atteint cette exigence. Il est évident qu'un gamin qui vit dans une famille où on ne parle pas français et a une culture totalement différente de celle de l'école française, il n'aura pas le même accès immédiat à la littérature française, à Phèdre, à Racine ou à Corneille que celui qui est le fils de prof, pour aller directement. Alors il faut effectivement des méthodes différentes, un apprentissage différent, je dirais même des sas différents qui permet effectivement d'exiger la même chose de tous les élèves. Très différentes du même problème. Sous prétexte d'utiliser des méthodes différentes, ce qui peut être tout à fait envisageable, et des parcours aussi différents, pourquoi pas. Je crois qu'on a justement renoncé à ces exigences, c'est-à-dire qu'on a confondu finalement le fond, la forme et l'objectif. Soyons clairs, quand Mérieux disait il y a quelques dizaines d'années qu'il fallait apprendre aux élèves de milieux défavorisés à apprendre à lire sur les modes d'emploi des appareils électroménagers, quelque part c'était véritablement une démission par rapport aux exigences de l'école républicaine. Je crois que même avant d'accéder à la littérature classique, le minimum c'est apprendre à lire, écrire, compter, calculer, ce que l'école primaire peine à faire justement vis-à-vis de ces élèves de milieux défavorisés pour plein de raisons. Mais d'abord parce que l'école est devenue quand même beaucoup un lieu de vie où on fait beaucoup de choses sauf apprendre. Et justement, les élèves qui n'ont pas les moyens d'apprendre à l'école, où est-ce qu'ils les trouvent? Moi, je vais terminer en lisant une toute petite phrase du rapport PISA. Ce constat montre à quel point il est important que les enseignants et les éducateurs amènent les élèves à lire, ne fût-ce qu'un peu par plaisir.
C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. On vous met d'accord. Je vais vous faire réagir à notre question avec notre partenaire le Figaro.fr. La voici. Faut-il demander toujours plus aux enfants? Oui, 67%. Non à 28%. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait que 67% des gens qui disent qu'il faut demander plus aux enfants. Oui, nous devons être exigeants avec les enfants. Comment les faire atteindre cette exigence, c'est tout le problème de l'école. Dernier mot. C'est clair que les Français partagent ce constat. Merci beaucoup d'avoir été tous les deux les invités du 22h. On va finir avec ce rappel du titre qui concerne évidemment la situation en Haïti puisqu'elle s'aggrave ce soir. Les manifestations redoublent à Port-au-Prince. Les assaillants crient « tant pis » pour ceux qui meurent. Et je vous rappelle le bilan ce soir, il est de 4 morts. Voilà pour ces dernières informations. Merci de nous avoir suivis et belle soirée à vous.